Nous sommes dans la semaine de la Journée internationale du droit des femmes, puisque c'était le 8 mars, et avec Anaïg Morvan, on va essayer de faire un tour d'horizon de l'historique des lois qui gèrent, qui ont amélioré les droits des femmes en entreprise, pour en arriver à aujourd'hui, savoir quelles sont appliquées, quelles ne le sont pas, et quels sont les efforts qui restent à faire pour l'égalité et pour casser ce plafond de verre qui fait que quelquefois les femmes ne peuvent pas accéder aux postes les plus importants dans les entreprises. Bonjour Anaïg. Bonjour Jacques Lambert. Alors, quand a-t-on commencé réellement à se pencher sur les problèmes des droits des femmes, notamment en entreprise, et comment la conscience est venue et comment ça a démarré? Alors, vous avez raison, ça a démarré il y a déjà quelques années, il y a plus de 30 ans. Dès les années 80, on avait déjà de véritables lois pour favoriser l'égalité professionnelle, mais malheureusement, elles n'étaient pas toujours appliquées, parce que d'abord, elles n'étaient pas toujours contrôlées et donc pas toujours appliquées. Les entreprises n'étaient pas forcément sanctionnées. Il a fallu donc quelques années de prise de conscience de tous les partenaires sociaux, puisque pour mettre en œuvre l'égalité professionnelle au sein des entreprises, il faut des règles, certes, mais il faut aussi une volonté politique, une volonté de l'employeur. Et comme l'égalité professionnelle est toujours placée au cœur du dialogue social, il faut aussi un dialogue avec les syndicats. Et je pense qu'il a fallu donc quelques années pour que tout le monde ait cette conscientisation sur l'égalité professionnelle. Alors, on partait de loin. Donc, on a commencé dans les années 80. On est en 2020. Où en est-on aujourd'hui? Et quel est le chemin qui reste à parcourir? Et est-ce que tout ce qu'on a voulu faire est appliqué aujourd'hui? Alors, tout ce qu'on a voulu faire, finalement, oui, on peut dire que ça finit par être appliqué. D'abord, on a eu une loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et plus récemment, puisque l'égalité femmes-hommes, c'est vraiment un processus très interministériel, on voit bien que le ministère du Travail s'est emparé davantage de cette question. Et peut-être la grande nouveauté par rapport aux années passées, c'est qu'on est vraiment dans une logique d'objectif de résultats. Il faut des résultats. Et la ministre du Travail a donc mis un process en marche, l'index de l'égalité que vous connaissez certainement, mais qui est accompagné par une formation des agents des directions du travail, du corps de l'inspection. Et donc voilà, l'objectif de résultat, là, on s'en approche de plus en plus. Alors, il y a deux types d'entreprises. Il y a celles qui affichent leurs résultats et celles qui ne les affichent pas. Est-ce qu'on peut dire que dans tous les cas, celles qui les affichent sont les bons élèves et celles qui ne les affichent pas sont les mauvais? Oh, ça serait trop simple. Ça serait beaucoup trop simple. Ce qui est tout à fait intéressant, en revanche, avec cette question d'index de l'égalité, c'est la transparence qui est demandée, de telle manière à ce que tous les salariés et justement les représentants des syndicats s'occupent vraiment de cette question. Alors aujourd'hui, de toute façon, elles sont obligées de faire apparaître l'index sur leur site. Certaines, quand je dis que c'est plus complexe que ce que vous venez de dire, c'est qu'un bon score, c'est-à-dire 100 sur 100, ne veut pas dire néanmoins qu'il n'y a toujours pas de progrès à réaliser au sein de l'entreprise. L'index, c'est une chose, c'est basé sur 5 critères, mais ça n'empêche pas de mettre en place des plans d'action, notamment pour celles qui sont en deçà de 75, parce qu'en deçà de 75, c'est ce qu'on appelle les mauvais élèves. Mais elles ont quelques années, là encore, pour Parce que pour avoir zéro, il faut vraiment être un esclavagiste, quoi. Oui, pour avoir zéro, faut être passé à côté d'une attente de la société en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Pour avoir zéro, il faut peut-être ne pas être très armé du côté ressources humaines, mais là aussi, les progrès sont immenses. Les formations existent, il y a de plus en plus d'experts et d'expertes qui peuvent aussi accompagner la mise en œuvre de l'égalité. Les syndicats ont monté en puissance sur ces questions-là. Même au sein des syndicats, il y a des réseaux de femmes et des réseaux d'hommes aussi qui militent vraiment pour l'égalité professionnelle. Alors, il y a eu un toilettage du Code du travail il y a quelques années, c'était sous François Fillon, ministre du Travail. Il y a des lois qui avaient été supprimées, des articles, notamment l'obligation d'avoir une salle d'allaitement pour les femmes, pour les entreprises ayant plus de X. Il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, cet article n'y est plus, donc il n'y a plus d'obligation, mais beaucoup de femmes qui veulent récupérer leur lait pour leur donner aux enfants en bas âge quand elles rentrent ne peuvent plus le faire parce qu'il n'y a plus d'équipement. Est-ce que là, il ne faudrait pas revenir sur ce toilettage et se dire, finalement, la loi ne suit pas l'évolution de la société? C'est tout l'intérêt du dialogue social. Si c'est une attente dans certaines entreprises, c'est grâce au dialogue que des mesures peuvent être mises en place. Après tout, la loi ne peut pas tout faire.
et le gouvernement ne peut pas tout faire en matière d'égalité professionnelle. En revanche, au sein d'une entreprise où on trouve aussi de plus en plus de responsables diversité, de responsables RSE, de personnes ou de chargés de mission égalité professionnelle, ces personnes-là peuvent, à l'aide d'un règlement intérieur ou autour d'une discussion avec les salariés, mettre en place de nouvelles mesures. Alors, une question de conviction de la directrice, donc une femme, sur les quotas dans les conseils d'administration. Est-ce que vous pensez que la politique des quotas en général et en particulier sur l'égalité homme-femme est une bonne chose? Est-ce que le quota ne peut pas favorise de manière pas sincère une catégorie plutôt qu'une autre? C'est une éternelle question, Monsieur Lambert. On nous la pose souvent. Eh bien, oui, je suis pour les quotas. Enfin, c'est-à-dire que je suis surtout pour une action volontariste qui amène plus de femmes à se positionner, à être recrutées, à être nommées dans les conseils d'administration. S'il n'y a pas cette volonté, s'il n'y a pas ce processus, qui est un processus mécanique, comptable peut-être, eh bien, on n'y arrivera jamais. C'est-à-dire que vous me reposerez la question en 2050, enfin, on ne sera plus là, et puis on dira, non, on n'a pas avancé. J'espère qu'on sera à la retraite. Oui. mais par exemple, dans des entreprises qui sont typiquement masculines, il y a des entreprises qui sont 85% d'hommes. Comment on peut appliquer les mêmes quotas que dans d'autres entreprises qui sont plus mixtes? C'est là où je ne comprends pas la démarche. Oui, c'est-à-dire que c'est là encore une approche complètement systémique. Hein. Il faut revenir au process de recrutement et donc à l'éducation. On en revient toujours aux mêmes choses. C'est-à-dire que les questions d'orientation professionnelle, si on n'agit pas davantage en faveur de la mixité, on n'arrivera pas à cette représentation plus mixte des femmes et des hommes dans certains métiers. Et donc, effectivement, c'est compliqué aujourd'hui dans certaines entreprises de favoriser la mixité, puisque le vivier, ce qu'on appelle le vivier, n'y est pas. Mais en même temps, ça permet une prise de conscience. C'est-à-dire qu'en même temps, ça oblige aussi certaines entreprises à aller parler de leur métier, auprès des écoles, auprès des étudiants. Vous voyez, c'est cette approche-là qui est intéressante. Alors, il y a un signe qui est apparu cette semaine. Le meilleur ouvrier de France catégorie soudure est une meilleure ouvrière. C'est quand même un signe qu'il y a des métiers qui se féminisent et que les femmes peuvent arriver au niveau des hommes puisqu'elle est meilleure ouvrier de France. Alors, pour conclure, qu'est-ce que vous voyez pour les 5 ans à venir de nouvelles dispositions qui vont favoriser cette égalité et qui vont faire qu'à emploi égal, salaire égal, complètement, parce que là aussi, on a du boulot. Parce qu'à emploi égal, salaire égal, on n'y est pas. Qu'est-ce qui reste à parcourir et qu'est-ce qui va être mis en œuvre pour finalement arriver à gommer cet écart? En tous les cas, ce qui peut nous donner beaucoup d'espoir, c'est le fait que les jeunes s'emparent énormément de ces questions-là. On l'a vu dans la manifestation du 8 mars, ce dimanche. Les jeunes sont très, très présents, les jeunes filles et les jeunes hommes. Donc, il y a vraiment une appétence de leur côté pour les questions d'égalité. Et pour répondre plus exactement à votre question, il se trouve que le gouvernement, sous l'égide de ONU Femmes, organise là en juillet, début juillet, le forum Égalité Génération, ou forum Génération Égalité. Ce forum, il va permettre justement de mettre en exergue les idées, les souhaits de cette nouvelle génération qui milite en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et toujours dans cette mouvance, la future loi pour l'économie des femmes et pour l'égalité femmes-hommes va aussi faire en sorte qu'on favorise l'entrepreneuriat des femmes, qu'on facilite les modes de garde, qu'on facilite aussi la reprise du travail pour des femmes qui auraient arrêté de travailler, et notamment pour élever les enfants. Voilà, cette future loi pour l'économie, elle va aussi changer le... Alors c'est horizon 2020. 2020. Ben c'est super ça. Oui, tout à fait. Merci Anaïque d'être venue nous voir sur le plateau. Et puis on se revoit pour refaire un point fin 2020 pour savoir si cette loi est entrer en application et surtout si elle est appliquée dans les entreprises. Parce que, prenons rendez-vous. Parce que là, entre le moment où elle va être votée et le moment où elle va être appliquée, je pense que vous allez avoir du travail, vous, directrice régionale droits des femmes Île-de-France. Tout à fait. Merci Anaïque. Merci.